Merci, Monsieur Jean-François Kobiané, d'accepter de répondre aux questions de la CRTV. Alors, vous êtes le président sortant, j'ai envie de dire, de l'UEPA, l'Union pour l'étude de la population africaine. Déjà, dans un premier temps, nous voulons faire connaissance avec cette union. Merci pour cette occasion que vous m'offrez de parler de l'UEPA, l'Union pour l'étude de la population africaine. L'UEPA a été créée en 1984 à Addis Abeba lors de la 3e conférence africaine des planificateurs, démographes et statisticiens dans le but de promouvoir l'étude scientifique de la population en Afrique et la valorisation des résultats de recherche dans les politiques et programmes de développement. Donc voilà pour ce qui est des études de l'UEPA. Donc c'est une organisation scientifique mais qui regroupe l'ensemble des spécialistes dans le domaine de la population. Aussi bien les chercheurs, les représentants des organisations internationales, régionales, les hommes des médias qui s'intéressent à ces questions de population et également des décideurs. Donc c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui s'intéressent aux questions de population et c'est un lieu d'échange, d'expérience et voir comment on peut véritablement utiliser les résultats des recherches, les connaissances pour la conception, la mise en œuvre, le suivi des politiques et programmes de développement. Alors, avant d'y revenir, c'est donc la 7e conférence qui se tient ici en Afrique du Sud, à Pretoria, et c'est sur le thème du dividende démographique en Afrique, perspectives, défis et opportunités. Voilà, alors, dites-nous déjà, pourquoi le choix de ce thème? Alors, le thème a été choisi parce que c'est un thème d'actualité. Un thème d'actualité parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui la dynamique démographique de la population africaine, la plupart des pays africains, et notamment de l'Afrique au sud du Sahara, sont en train d'expérimenter une phase spécifique de leur évolution démographique où la transition, ce qu'on appelle la transition démographique, a commencé avec la baisse de la mortalité, où celle de la fécondité met du temps à suivre la même tendance. Et donc, on est dans une phase où la croissance démographique est élevée, donc ce qui veut dire un nombre plus important de personnes qui, chaque année sur le continent. Donc, on parle de rythme d'accroissement. Oui. Et donc, ce qui se caractérise aussi par une forte jeunesse de la population. Donc, quand on regarde le pyramide déjà, la base est large et se rétrécit vers le sommet. Donc, c'est l'expression d'une population très jeune. Alors, cette population très jeune va arriver dans une décennie, 2 décennies, à un moment où elle sera dans les tranches d'âge actifs. Justement, puisqu'elle est appelée à grandir. À grandir. Voilà. Donc, elle arrive dans les tranches d'âge actifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette population va se retrouver dans une situation où elle aura moins de personnes à prendre en charge. Donc, elle sera proportionnellement plus nombreuse que les enfants et les personnes âgées. Donc, elle aura moins de gens à prendre en charge. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour un pays. Et donc, si on arrive véritablement à saisir cette opportunité, que cette jeunesse qui arrive à l'âge actif arrive effectivement à accéder, d'abord, avant d'y arriver, d'avoir une formation de qualité, une éducation de qualité. Ça passe par là, bien sûr. Par là, oui. Et que donc, arriver au moment où on a cette fenêtre d'opportunité, qu'elles puissent accéder à des emplois, et des emplois décents, qui puissent leur permettre non seulement d'épargner, d'investir, mais aussi de mieux éduquer les enfants. Oui. Alors, tout ceci va contribuer à booster donc la croissance économique, parce qu'on aura des gens beaucoup plus formés, donc une qualité de vie meilleure. Et donc, qui dit épargne, investissement, dit donc croissance plus importante au plan économique. Et par la suite, si évidemment nous avons des bonnes politiques de redistribution des richesses de cette croissance, on devrait donc s'attendre à ce que le développement puisse être. Donc voilà un peu, et c'est depuis quelques années ce concept de dividende démographique depuis quelques années maintenant a quitté le champ scientifique et est maintenant porté par les politiques et est en train de devenir un peu comme la voie dans une certaine mesure, ou du moins ça devrait accélérer l'émergence africaine.
Alors c'est à cela qu'on tend et tout le monde aspire à une meilleure vie, une vie décente, un emploi, une vie meilleure. Alors vous venez de passer 4 ans à la tête de cette union. Vous êtes le président sortant, je l'ai dit tantôt. Ça, alors si on dressait un bilan de votre mandat, quel serait-il? Merci. C'est vrai que l'Union pour l'étude de la population africaine traverse des moments relativement difficiles, car nous avons hérité donc, de la présidence de l'UEPA en 2011. C'était la dernière conférence. Donc je rappelle que tel que nous sommes organisés à l'UEPA, on n'élit pas de président, on élit un vice-président. Ce vice-président reste vice-président pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, la prochaine conférence, il devient le président pour 4 ans. C'est d'ailleurs lui qui va prendre... Voilà, donc le vice-président actuel, le professeur Sam Kodjo du Ghana, donc le vice-président actuel va devenir le président à partir de cette conférence. On aura d'ailleurs l'occasion de la voir également sur notre Exactement, d'accord, ok. Et donc c'était une situation difficile parce que, vous savez, on est dans un contexte international où l'accès aux ressources il y a une raréfaction des ressources financières, et notamment dans le domaine de la population, c'est pas toujours évident. Les partenaires revoient un peu, les partenaires revoient un peu leur stratégie, les centres d'intérêt. Et donc, on était dans une situation où, en termes de ressources, il fallait forcément revoir un peu l'organisation de l'Union. Donc, pendant ces 4 dernières années, ce que nous avons fait, nous avons mis surtout l'accent sur la restructuration de notre secrétariat et comment améliorer nos propres capacités internes de mobilisation de ressources. Alors, pour ce qui est du secrétariat, nous avions un secrétariat à Accra, enfin le siège à Accra, où nous avions nos propres locaux avec près de 4 personnes à temps plein. Et c'est vrai que tant qu'on a des ressources assez importantes, on peut se permettre donc d'assurer ce genre de mode de fonctionnement. Mais dans un contexte où les ressources sont relativement limitées, nous avons pensé au sein de ce conseil qu'il fallait revoir la manière de fonctionner de l'Union. Et donc nous avons décidé donc de transformer le secrétariat en un secrétariat vraiment très très limité en termes d'effectifs. Et donc on a même décidé de transférer le secrétariat au Regional Institute for Population Studies de l'Université du Ghana à Legon. Donc c'est le centre dirigé par le vice-président actuellement, où le RUS a mis à la disposition donc, de l'UEPA local pour accueillir l'Union. Et nous avons maintenant juste 1 ou 2 personnes qui appuient l'Union en termes de communication. Est-ce que c'est suffisant ou bien c'est à cause des moyens que vous avez été amenés à... Est-ce que ces 2 personnes font le travail? Non, disons que en fait, dans un contexte où vous n'avez pas énormément d'activités, et donc lorsqu'on a entre 2 conférences, si vous n'avez pas énormément d'activités, d'activités scientifiques qui sont organisées, il est clair qu'on peut travailler de manière assez, je dirais, légère et à distance, parce qu'il y a beaucoup de membres impliqués dans nos activités. On a ce qu'on appelle les panels scientifiques, et donc ils sont plus ou moins autonomes, et où les responsables de ces panels organisent les activités et tout. Et l'appui qu'apporte le secrétariat est un appui relativement limité. Mais lorsqu'on arrive au niveau d'une activité comme la conférence africaine sur la population, qui est une grande activité, là, comme on l'a fait ici, on a dû recruter d'ailleurs une coordinatrice de la conférence 3 mois avant la conférence pour appuyer le secrétariat. Pour un ponctuel majeur, on fait appel à des ressources. Mais pour un fonctionnement quotidien normal, où il s'agit de communiquer avec les membres et puis aussi porter à leur attention des informations sur les activités qui ont lieu, organiser quelques conférences, je dirais séminaires régionaux, on s'appuie énormément sur les institutions d'enseignement de recherche en Afrique. Voilà. Donc l'UEPA s'appuie par exemple, je prends le cas du monde francophone, sur l'IFOR, sur l'ISSP à Ouagadougou, pour organiser les activités. Donc, parce que nous sommes plus une institution de réseautage et d'animation scientifique, mais qui ne peut pas fonctionner sans se baser sur les centres de recherche nationaux ou régionaux. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et jusque-là, je pense que cette réforme que nous avons mise en place fonctionne assez bien. Et ça a permis de réduire de manière drastique les coûts de fonctionnement. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et en même temps, nous avons profité également pour améliorer nos capacités internes de mobilisation de ressources. Donc, l'une des difficultés que les membres de l'UEPA ont,
je crois que c'est valable pour beaucoup d'associations en Afrique, c'est comment payer les cotisations. Dans un contexte où les systèmes de paiement sécurisés en ligne en Afrique sont pratiquement rares, nous l'avons essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché avec les banques en Afrique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? En discutant avec l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, qui est la grande maison mère, voilà, c'est ça. Et donc nous sommes arrivés finalement, après plusieurs mois de discussion, à un accord qui consistait à donner la possibilité aux membres de l'Union internationale, qui sont également les membres de l'UEPA, à pouvoir payer les cotisations de l'UEPA en ligne lorsqu'ils vont pour payer les cotisations de l'Union internationale en ligne. Et donc ça a été depuis l'année dernière. Et ça a permis à plusieurs membres qui sont hors de l'Afrique, même de l'Afrique, à pouvoir commencer à payer leurs cotisations en ligne. Et ça a amélioré, c'est l'une des réformes majeures. Une réforme qu'on a eu à faire, et ça a amélioré, les capacités de mobilisation des ressources, de collecte des cotisations des membres. Et l'autre élément aussi que nous avons mis en place et qui a aussi permis d'améliorer nos capacités internes de mobilisation des ressources, c'est le statut de membre institutionnel de l'UEPA. Ça existe dans nos statuts, on ne l'avait jamais encore opérationnalisé. C'est-à-dire d'avoir des membres des institutions qui adhèrent à l'Union, et ces institutions en adhérant à l'Union payent des cotisations annuelles et des frais d'adhésion. Et ça permet de renforcer le partenariat entre ces institutions nationales ou régionales et puis l'Union. Et ça permet également de mobiliser des ressources pour l'Union. Et je pense que tout cela va permettre d'améliorer et d'assainir la situation de l'Union et être aussi assez crédible lorsque nous allons vouloir répartir vers les partenaires techniques et financiers pour des soutiens à l'avenir. D'accord. Alors, il y a quand même eu quelques études qui ont été menées. Est-ce qu'on peut savoir à quoi on est parvenu? Quelques lignes sur les recherches scientifiques qui ont été menées? Oui. Alors, dans le cas de l'UEPA, je parlais des panels scientifiques. Nous avons mis en place en 2010-2011 quatre panels scientifiques. Un des panels c'était sur la fécondité en Afrique, un panel sur les genres, un panel sur la santé maternelle et infantile, un autre panel sur les recensements, l'histoire méthodologique. Alors, et ces panels ont eu à organiser des séminaires, des rencontres en vue de faire de la production scientifique. Et donc, une des productions majeures que nous aimerions bien quand même souligner, c'est que le panel sur la fécondité est arrivé à produire un ouvrage de référence qui a été publié cette année, en juin dernier, sur les niveaux et les tendances de la fécondité en Afrique. Voilà, donc, qui est un collectif qui a été donc édité par deux membres de l'UEPA qui étaient responsables de ce panel-là. Et en fait, c'est un ouvrage qui revient sur la situation actuelle du continent en matière de fécondité et les tendances futures par pays, par groupe de régions et les défis que cela pose en termes donc, de développement. Et tout, voilà. Alors, je voudrais qu'on mette un peu un accent sur la question de fécondité, justement parce que généralement en Afrique, c'est un peu mal perçu. Profitons de cette occasion pour revenir là-dessus et expliquer exactement de quoi il est question. Alors, quand on parle de la baisse du taux de fécondité, qu'est-ce qu'on veut entendre par là, parlant du dividende démographique? Voilà. Alors, donc, c'est comme je le disais tantôt... est-ce que c'est dire aux femmes, excusez-moi, est-ce que c'est dire aux femmes n'accouchez plus? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est ce qui est perçu. Je crois qu'effectivement, il y a un problème de communication. Exactement. Je crois qu'il faut le dire. Vous savez, dans toute discipline, il y a toujours des débats. Il y a toujours des positionnements idéologiques. Dans la science démographique, nous en avons eu. Et à des moments, et peut-être ça continue encore de cette manière. On a toujours eu globalement et que les deux grands courants idéologiques, les malthusiens ou néo-malthusiens, et donc qui sont les antinatalistes, et puis ceux qui étaient un peu les anti-malthusiens ou voilà, les thèses anti-malthusiennes qui étaient plus ou moins pro-natalistes. Mais en tout cas, il y a toujours eu ce débat-là depuis la première conférence mondiale sur la population qui s'est tenue à Bucarest en 1974. Il y a toujours ce débat-là. Et quel est le message? Alors, le message, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes plus... En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire au-delà des positionnements idéologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une population, dans son processus démographique, passe par des étapes. Et ces étapes peuvent prendre plus ou moins du temps selon les pays.
L'Occident est passé par là, ça a pris pour pays, c'est un pays occidentaux, ça a pris peut-être une centaine d'années. Voilà. Pour d'autres pays, ça a été plus court. La Chine, par exemple, avec la politique de l'enfant unique, c'était des mesures plus draconiennes, volontaristes de réduction de la fécondité. Alors, ce qu'il faut savoir donc, dans cette évolution-là, à cause donc de l'évolution, de l'accroissement du fait de l'accroissement de l'éducation, de l'amélioration du niveau de vie de la population, tout naturellement, une population à un moment donné va commencer à revoir ses aspirations en matière de taille de famille, ou alors en matière donc de niveau, de qualité de vie qu'ils veulent donner à leurs enfants. Un exemple simple, que ce soit au niveau individuel, au niveau de l'État, plus vous êtes éduqué, que ce soit l'homme ou la femme, surtout la femme, plus une femme va à l'école, plus elle met du temps à l'école, mais évidemment, naturellement, elle va retarder son entrée dans la vie féconde. Voilà, et une jeune femme qui arrête l'école à la fin du primaire, sans aucune perspective de poursuite, n'est pas la même chose qu'une vieille femme qui va jusqu'à la fin du secondaire. Donc, parce qu'elle veut se doter de compétences pour entrer après dans le marché de l'emploi. Donc, ça retarde l'entrée à la vie féconde. Et même le fait de l'entrée à l'emploi, c'est un certain nombre de contraintes. Voilà. Donc tout ça fait que, d'une manière ou d'une autre, ces grandes évolutions au niveau sociétal, en matière d'éducation, de développement économique, de qualité de vie, en matière de santé, quand les enfants, la santé des enfants, la mortalité des enfants diminue, quand la santé des enfants s'améliore, parce qu'une des raisons qui fait que la fécondité est élevée, globalement, c'est quoi? C'est le phénomène du remplacement. Quand autrefois, bon, la mortalité infantile, ça a vraiment baissé, mais il y a 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans même plus, dans les années au moins des indépendances, mais quand vous devez vous voulez que 2 ou 3 enfants soient en vie, il fallait en faire 7 ou 8. Parce que la mortalité... Il y en a qui vont passer. Voilà, c'est ça. Mais il y a eu beaucoup de progrès en la matière. Donc tout ça, c'est des grandes tendances qui font qu'à un moment donné, les individus, les familles s'ajustent, revoient leur comportement. Et quand on va à l'école, les idéaux qu'on a changent également. On n'a pas forcément la même vision de la taille de la famille, c'est pas la même qualité de vie. Donc du coup, ça nous amène à revoir nos comportements progresser naturellement. Maintenant, ça c'est une évolution normale, mais il y a des pays qui ont maintenant décidé de mettre en place des politiques volontaristes, de nature coercitive et contraignante, disant clairement, nous, c'est la réduction. Il y a d'autres qui ont dit non, nous c'est la santé de la mère et de l'enfant. Planification familiale, pourquoi? Parce que nous voulons que les femmes puissent accéder à ces méthodes, parce qu'il y a des besoins insatisfaits, qu'elles puissent décider elles-mêmes du nombre et du moment où elles mettent au monde ces enfants, espacer les naissances pour que les enfants puissent grandir de manière saine, pour qu'elles-mêmes soient en santé. Elles-mêmes soient en bonne santé. Donc vous voyez que les discours changent selon les pays, mais quelle que soit l'approche, ces politiques vont à un moment donné avoir un effet sur le comportement des populations, des familles en matière de nombre d'enfants. Et donc, à un moment donné, la fécondité va commencer à baisser. Prenez un exemple simple. Si vous regardez les pays d'Afrique aujourd'hui, il y a une différence énorme entre le milieu urbain et le milieu rural. Pourquoi? Dans beaucoup de pays africains, en milieu urbain, la transition de la fécondité a commencé. La baisse de la fécondité a commencé. Si vous allez à Ouagadougou, on a 3 et quelques enfants par femme en moyenne. Alors que dans le milieu rural burkinabé, vous êtes encore à 6. C'est la même chose peut-être à Yaoundé, peut-être à Douala, c'est pas la même chose de comparer. Voilà. Donc le changement intérieur, pourquoi? Parce que là, le niveau d'éducation est plus élevé. On comprend mieux ce message. Exactement. Les femmes ont d'autres projets de société, et pouvoir donc acquérir les compétences, rentrer sur le marché de l'emploi. Évidemment, elles veulent toujours fonder une famille, mais c'est forcément des choix qu'elles décident de faire elles-mêmes ou avec leur conjoint. Donc ça va avoir forcément un effet sur finalement le nombre d'enfants qu'elles auront vers la fin de leur vie féconde. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas que il ne faut pas voir cela aussi, je crois, comme étant quelque chose, je dirais, qui est la clé ou la panacée, quoi. Baisse de fécondité et le développement intervient. Non, c'est plus compliqué que cela. Parce que la fécondité peut baisser, elle va baisser. Si les autres ne suivent pas. Si les autres ne suivent pas, il y a des pays qui peuvent passer cette fenêtre d'opportunité-là sans avoir mis en place les politiques adéquates pour former la jeunesse. La jeunesse bien formée est un élément important.
Et il faut aussi mettre en place les mécanismes au niveau de l'économie. Une économie véritablement créatrice d'emplois. C'est très important et pour que ces jeunesses-là puissent accéder à un emploi décent. Donc, je pense que, bon, malheureusement, vous savez, la manière où le discours est porté dépend parfois des positionnements idéologiques ou institutionnels. Et les acteurs, les relais aussi qui portent ces messages sur le terrain n'ont pas toujours aussi peut-être les mêmes. C'est ça. En tout cas, je pense que le message, il est passé. Vous l'avez bien dit. On vous a entendu. C'est un point sur lequel vraiment il fallait insister parce que on ne comprend pas toujours très bien de quoi il s'agit. Alors, nous restons dans le bilan. Vous avez dit, votre mandat s'est occupé de l'aspect structurel de l'Union. Les défis, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui reste à faire, j'ai envie de dire? Voilà. Alors, le défi énorme qui reste, enfin, qu'il faut poursuivre, il faut véritablement que l'UEPA devienne une institution de référence en Afrique. Je trouve regrettable qu'une institution comme l'UEPA qui a été mise en place sous l'égide, l'instigation de la Commission économique des Nations Unies, la CEA en Afrique en 1984, mais il n'y a pratiquement même pas aujourd'hui un partenariat clair établi entre l'UEPA et la CEA. Je trouve cela dommage. Et évidemment, pour cette conférence, heureusement, nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains responsables de la CEA, de certaines divisions. Et d'ailleurs, nous avions une session spéciale avec la division des politiques sociales de la CEA, d'ailleurs, sur comment faire avancer la déclaration d'Addis Abeba sur population et développement en Afrique. Donc, on commence là. Mais bon, vous voyez, l'UEPA aujourd'hui a 31 ans, puisque ça a été mis en place en 1984. Mais est-ce qu'il fallait attendre plus de 30 ans pour établir ce genre de partenariat? Parce que, ce que je disais dans mon allocution à la cérémonie d'ouverture, il faut véritablement que nous ayons confiance à nos institutions en Afrique. C'est vrai, nous devons faire un travail nous-mêmes pour mériter cette crédibilité, mais je pense qu'il y a un travail qui est fait. Il faut qu'ensemble, nous établissions un climat de confiance. Et donc pour moi le défi énorme pour l'UEPA à l'avenir c'est ça. Regagner la confiance qu'on a toujours souvent eu des partenaires, devenir une institution de référence pour la production de connaissances et leur utilisation dans les politiques en Afrique. Mais j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait problème à votre avis? Qu'est-ce qui apporte ce manque de confiance, ce manque de collaboration, j'ai envie d'appeler ça ainsi. Quel est le problème exactement? Bon, je pense que il y a plusieurs facteurs. L'un des facteurs est que je pense qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes aussi de gouvernance au niveau de l'Union. Il y a des difficultés qu'on a rencontrées à un moment donné. Et donc, difficultés aussi qui parfois, vous savez, quand le monde des partenaires est un monde qui est assez bien soudé, en fait, je pense que les partenaires se connaissent assez bien. Et quand un problème se pose à un moment donné avec un des partenaires, ça déteint forcément sur l'ensemble de votre réseau. Et ça, il faut le reconnaître, il y a eu des difficultés par le passé qui ont joué sur cette image de l'Union. Et depuis là, on essaye de ressortir de cela, de cette phase-là. Et je pense aussi, et moi je l'ai dit, qu'il faudrait aussi qu'en Afrique, on s'engage véritablement pour ce genre d'initiative, parce que c'est un travail de bénévolat, c'est un travail de volontariat. Évidemment, nous appartenons nous-mêmes à des institutions où nous sommes payés, mais ce travail, pour le faire, il faut être engagé et accepter de donner de soi-même. Bon, je pense que malheureusement, tout le monde n'a pas souvent cette compréhension des choses. Et parfois, quand on vient, on se fait élire, je le disais à l'Assemblée générale hier, bon, on s'attend à recevoir un certain nombre de ressources, de compensation. Mais je pense que c'est une expérience intéressante dans un milieu scientifique comme ça, de pouvoir apporter sa contribution à la communauté scientifique. Vous voyez tous ces jeunes qui sont là, qui ont soif d'apprendre, qui veulent construire leur carrière.
je pense que c'est normal que les membres puissent s'investir dans les différents panels scientifiques sans vouloir autrement attendre quelque chose. Et surtout que nous avons une revue qui aujourd'hui est bien connue au niveau international, qui est la revue pour l'étude de la population africaine, où on peut vraiment publier et tout ça, ses travaux, et donc progresser dans sa carrière. Donc il y a ces deux aspects-là. Les questions de gouvernance sont posées à un moment donné, engagement des membres, enfin un certain nombre d'engagements et l'environnement aussi international à un moment donné qui n'était pas aussi favorable en termes de mobilisation des ressources. Voilà. Bon, il fut un moment donné où les questions des populations étaient vraiment, je dirais, très très prisées par certains acteurs. Les ressources ont été mises énormément dans le domaine de la population à une certaine époque. Et depuis quelques années, on a senti une raréfaction de ces ressources. Et donc, du coup, quand on est dans un contexte où les ressources sont rares, on va toujours chercher les institutions, pas ceux qui sont en train de vouloir se reconstruire au plan de la web, mais peut-être ceux qui sont déjà à un certain niveau de visibilité et tout. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs comme ça. Mais moi, je reste optimiste. Je reste optimiste parce que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de revenir à l'ancien format de secrétariat, où on a 4-5 personnes là, dans les peuples locaux. Des personnes qui ne servent finalement à rien. C'est ça, où on paye peut-être, on paye un coût de fonctionnement énorme, mais où on n'arrive même pas à mobiliser par an ce qu'il faudrait par mois pour assurer ces coûts-là. Je pense que la formule qu'on a adoptée, voilà, c'est ça. J'ai vu l'expérience des autres associations régionales dans le monde, notamment l'Amérique latine, l'Asie. J'ai été à leur conférence, j'ai vu comment ils fonctionnent. Ben c'est les universitaires qui sont membres de ces bureaux-là, de ces associations, qui, à travers leurs facultés, leurs universités, mettent à profit les ressources humaines qu'ils ont pour pouvoir assurer ce travail d'animation scientifique. Oui. C'est de l'animation scientifique. Voilà. Alors, nous allons sortir par là. Vous avez dit beaucoup de choses, mais j'ai envie de vous demander, au sortir de cette 7e conférence ici en Afrique du Sud, si on vous posait la question de savoir si vous êtes un président comblé, que diriez-vous? Je dirais oui. Je dirais oui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que réaliser une conférence africaine de la population, c'est un parcours de combattant. Je pense qu'on ne réalise pas, mais c'est une préparation qui a commencé les premiers échanges depuis 2012. 2013, on a commencé à avoir l'engagement du pays, 2 ans avant. Et c'est plusieurs rencontres, c'est des moments d'incertitude. Et voilà, je vous donne un exemple, c'est la réalité africaine. Vous avez vu la grève des étudiants en Afrique du Sud, oui, qui nous a amené à 3 semaines à changer de lieu, oui, et qui a eu aussi d'autres conséquences. Mais, en fin de compte, ce qui est important, nous y sommes. Et quand on arrive toujours à organiser une conférence de l'UEPA, et surtout à pouvoir respecter cette périodicité. Depuis 1999, à la 3e conférence qu'a eu Durban, depuis 1999, à la 3e conférence, on a pu respecter la périodicité des 4 ans. Et toujours dans le même mois de décembre. Je pense que pour une union, une association qui avait des difficultés à un moment donné, c'est une prouesse. Et les membres l'ont reconnu d'ailleurs à l'Assemblée générale, dire écoutez, c'est bien qu'on ait pu tenir cette conférence. Et c'est aussi ça qui est bien avec l'UEPA. Chaque conférence est une occasion de remobiliser les membres, de mobiliser les partenaires. Et vraiment, je voudrais sincèrement saluer le gouvernement de la République d'Afrique du Sud. Je pense que l'engagement très fort que ce pays a exprimé pour cette conférence a été plus que même au-delà de nos attentes. Je pense qu'ils ont même assuré un certain nombre de choses qui revenaient à l'UEPA parce que nous avons un cahier de charges, oui, ce qui est attendu minimalement de pays hôtes et ce qui est attendu de l'UEPA. Oui. Mais nous, on n'a pas pu, il faut le dire, mobiliser les ressources comme nous voulions parce qu'un des défis pour l'UEPA ou l'une des charges de l'UEPA, c'est de pouvoir faire venir le maximum de jeunes chercheurs à la conférence et bien d'autres. Mais il y a des points sur lesquels c'est le pays hôte qui a assuré. Vous voyez la tradition simultanée. Bon, c'est aussi des éléments qui sont de la responsabilité de l'UEPA, mais tout ça, l'un dans l'autre, finalement, le pays vraiment s'est engagé. Voilà. Bon, donc je voulais vraiment le dire, c'est très important. Et donc, moi, je suis comblé, je suis heureux. Et bon, c'est vrai, c'est la fin d'un long parcours déjà, c'est un soulagement après 8 ans. Mais je suis heureux qu'on ait pu tenir cette conférence-là, évidemment qui... Comme toute conférence, il y a des imperfections, rien n'est parfait, mais globalement, je suis satisfait. J'échange avec les participants, les membres et tout ça.
globalement, on est satisfait. Vous allez vous occuper à quoi désormais dans les jours à venir? Ben, disons que moi, comme je suis enseignant-chercheur dans mon institution à l'Université de Ouagadougou, je suis également le directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population à l'Université de Ouagadougou. Ben, je continue ma carrière de chercheur, d'enseignant-chercheur. Par rapport à l'UEPA? Par rapport à l'UEPA, ben, vous savez, selon nos statuts, tout ancien président devient président honorifique. Ça, c'est les termes. Donc, je suis naturellement un président honorifique de l'Union, comme les autres présidents passés. Et selon les textes, dans tous les cas, la prochaine conférence, je dois y être parce que le président passé, le plus récent, est le président du comité de nomination et qui supervise les élections à la prochaine conférence. Je reste à la disposition de l'UEPA en tant que chercheur, enseignant-chercheur, pour partager mon expérience avec l'équipe qui va donc prendre le relais à partir de vendredi. Je reste membre de l'UEPA et voilà, on continue à se battre ensemble pour l'épanouissement de la recherche dans le domaine de la population en Afrique. Voilà, nous vous disons merci, professeur Jean-François Koubiané, d'avoir accepté de répondre aux questions de la science. Okay. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Okay, merci. Au revoir.